Le retour de l'AFC avec notre plateau et avec du beau monde, bien sûr. Guillermo Richemont, qui est ivoirien, vraiment spécialisé dans le football, tout ce qui touche le football ivoirien et africain, président de l'association D'un terrain pour tous. Et bien sûr, il reviendra lundi prochain avec nous et nous allons faire un gros plan justement sur sa mission. Nous avons un jeune journaliste qui est originaire du Sénégal et qui est spécialisé aussi sur le football africain dans son ensemble, hein, on est bien, de son ensemble. Et puis bien sûr, Noureddine Sali, que je ne vous présente plus, hein, qui fait son grand retour après un séjour, comme d'habitude, à Casablanca. Bonsoir. Et nous allons tout de suite faire un clin d'œil à nos internautes. Et la question, vous intervenez en masse comme d'habitude, que vous inspire la CAF dans sa nouvelle politique de prise de décision, Facebook, Africa 24 TV ou sur Twitter avec le hashtag Africa 24. Nous enchaînons avec la deuxième partie. Et vous connaissez sans doute ce pays, ces directions, l'Inde, où 6 villes ont été choisies. Nous allons voir les images justement dans New Delhi ou encore Kochi, dans le sud du pays, pour le mondial des moins de 17 ans qui aura lieu du 6 au 28 octobre 2017. Regardez ce beau pays. Je ne sais pas si quelqu'un sur le plateau connaît l'Inde, personne, non. Visiblement. À travers les films Indo, oui. Ouais, Hollywood, ouais. Alors, nous allons tout de suite voir le tableau des groupes pour vous présenter un peu les matchs qui commencent à partir du 6 octobre. Pour le groupe A, il y aura l'Inde, les USA, la Colombie et le Ghana. Donc, nous allons voir le tableau d'ici quelques petites secondes. Et puis, le 6 octobre, il y aura un certain Colombie contre le Ghana. Pour le groupe B, il y aura le Paraguay, il y aura le Mali, la Nouvelle-Zélande et la Turquie. Le 6 octobre, Paraguay-Mali. Pour le groupe C, Iran, Guinée, Allemagne et Costa Rica. Et puis le 7 octobre, Iran-Guinée. Et le groupe D, RDP, Corée. Je pense que c'est la Corée du Nord. Le Niger, le Brésil, l'Espagne. Le 7 octobre, RDP contre le Niger. Noureddine, je m'adresse à vous tout de suite. Je ne vois aucune équipe nord-africaine parmi les jeunes dans cette Coupe du Monde. Qu'est-ce qui se passe? C'est très rare. Hein, Guillermo, tout à l'heure, a parlé de... quand on a évoqué la formation dans les pays subsahariens, et on avait juste d'indiquer qu'il y a beaucoup de jeunes talents qui sont pillés soit pour les Occidentaux, ici, enfin pas pour les Européens, soit par les pays les maghrébins. Entre il y a beaucoup de jeunes joueurs qui exodent là-bas. Donc, quand tu parles, carrément, je me suis posé la question carrément à des dirigeants du côté du Maghreb, en général, les gars, ils ne sont pas intéressés par la formation. Et justement, ça va faire l'objet de notre débat, si vous voulez. Pourquoi? Eh bien, après la virgule, on ouvre le débat. Voilà, donc nous allons ouvrir ce débat. Maud, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec notre ami Noureddine? Oui, en partie. Il y a un pillage, il parle de pillage. Oui, le mot est fort, hein? Oui, le mot, pour moi, le mot est un peu fort parce que tout... Le mot est fort, mais il a raison. Oui, d'une part, il a un peu raison, mais en même temps, le jeune joueur africain, c'est quoi son rêve aujourd'hui? C'est vraiment de partir en Europe. Mais on parle des qualifications ou de cette compétition. Le Maroc aussi a eu son époque, on va dire, ses belles années dans les 3 dernières années où ils étaient dans toutes les compétitions. Je pense que la génération a un peu grandi, donc il y a toujours oui, un renouvellement de génération. Monsieur, reconnaissez quand même qu'aujourd'hui, il y a un problème de formation. Nous allons voir l'évolution de cette Coupe du Monde des moins de 17 ans. Certaines équipes de chez nous vont s'arrêter très tôt en route. Ah non, mais il faut reconnaître, Babacar, vous avez le droit aussi de prendre la parole parce que nous sommes dans le débat. Il faut reconnaître, messieurs, qu'il y a un gros problème, un énorme problème. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'en Afrique, il y a toujours... on a une bonne préformation et les joueurs sont toujours policiers en Europe. Il y a un vivier énorme. Vous allez au Maroc, en Côte d'Ivoire, il y a un vivier énorme de joueurs. Mais le problème pour moi, c'est pas au niveau de la formation, c'est au niveau de qui organise la formation. Parce qu'aujourd'hui, pour intégrer un centre de formation ou une équipe, c'est très compliqué en Afrique. Voilà. La formation est bonne ou pas? La formation en Afrique, ouais. Dans quel...
pays précisément ou Non, sur le continent de manière dans tous les pays, générale. les grands pays développés en matière de football. Regardez l'exemple du Sénégal avec les Diambar et surtout Génération Foot, parce que Diambar, on en a beaucoup parlé au début, mais c'est Génération Foot qui fournit la sélection en ce moment. Par contre, même si... Allez-y. Oui, je voudrais quand même que Babacar nous apporte cette précision. C'est Génération Foot qui fournit plus de... En ce moment, oui, c'est qui fournit plus les Lions de la Teranga. Mais ce que je veux signaler surtout sur cette Coupe du Monde des moins de 17 ans, c'est que l'équipe qui a le plus remporté cette compétition, c'est le Nigeria, qui est 5 fois vainqueur. Ils sont absents. Ils n'étaient même pas là à la CAN, en fait, des U17. C'est une équipe, enfin, c'est une nation qui, en termes de formation, est complètement, en ce moment, disparue de la circulation. Ils sont sur le déclin et ça, c'est plus inquiétant. Mais je vois la Guinée toujours là, chez les jeunes. Oui, moi je voulais faire deux parenthèses juste. On parlait de ce centre de formation Génération c'est le centre de formation de Metz. Alors ça c'est un projet énorme. Hein. Il faut voir le projet, il faut voir les constructions, les infrastructures. Ça c'est un vrai projet. En plus. Et ça s'agrandit, qui a sorti des Sadio Mané et compagnie. Hein. Donc moi je connais bien M. Perrin qui est le directeur de ce centre. Et c'est vrai que là on parle d'un vrai projet. Il faut reconnaître que pourquoi la Guinée est là aujourd'hui. Il faut féliciter M. Souaré, le nouveau président, avec M. Diaby, son vice-président. Il faut les féliciter parce qu'ils se sont inscrits dans ce même projet-là, tel que le TP Mazembe. Ça veut dire aujourd'hui faire de grands le Mali aussi, hein, soulignons le Mali, et surtout, le Ghana. Il ne faut pas oublier le Niger. Oui, Mali, Ghana, Niger. Le pays qui monte. Pour moi, les favoris, c'est les Maliens. Je le dis clairement. Pour moi, les favoris, c'est les Maliens. Parce que déjà là, ils ont déjà joué. Parce que je dirais, ça fait un grand Pourtant, travail. messieurs, vous avez peut-être la réponse. Le Mali a des problèmes politiques. On aurait pu dire, tiens, les jeunes sont déstabilisés. Ils sont la première référence, le pays qui a des problèmes politiques, c'est l'Égypte. On voit très bien l'Égypte qui sont là. J'ai envie de dire, quel pays d'Afrique en ce moment n'a pas de problème? Non, je veux dire, peut-être juste pour placer une phrase dans notre débat, c'est que il faut juste faire la différence entre les centres de formation et les académies qui sont en train de fleurir dans nos pays. Ça veut dire on est en train de s'inscrire sur la thèse de foot business. Alors, ça signifie, Noureddine, pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre, les académies n'ont rien à voir. Les académies, c'est du business. Exactement. Et les centres de formation, c'est les centres de formation, ils sont en général liés soit par rapport à la fédération, soit aux clubs qui sont installés dans... Est-ce que les parents ne sont pas influencés par les académies? Mais bien sûr. En termes, moi je vais parler de la Côte d'Ivoire. Moi je sais qu'en Côte d'Ivoire, on peut se lever, on prend 10 ballons, on prend des jeunes et on s'inscrit au ministère de l'Intérieur ou à la fédération en tant que centre de formation. Exact. En fait, le mot centre de formation en Côte d'Ivoire, on peut en dénombrer plus de 300 ou 380, n'est pas régulé. Moi je pense que la formation, est différente entre créer un centre de formation, créer une académie et faire de la formation. Faire de la formation, c'est un métier aujourd'hui. C'est des éducateurs formés, diplômés, et il y a un accompagnement au niveau des jeunes, il y a une pédagogie. C'est ce qu'essaie de faire Diambar. C'est là où il faut féliciter aussi Antonio Souaré dont vous parliez, parce que lui, c'est de l'argent guinéen pour produire des joueurs guinéens qui éventuellement vont fournir l'équipe de Oroya qui jouait en Coupe africaine cette année, qui a calé dans le groupe du TP Mazembe. Mais qui a été assez loin quand même. Qui a été loin, qui n'était pas loin d'accéder au quart de finale. Et surtout, ça va fournir le CI national. Et on le voit, on les retrouve dans les compétitions du mondial, justement. Ils sont présents. Par contre, nous, la Côte d'Ivoire, le Maroc, moi je pense qu'il y a un renouvellement de cycle. Et on a des lacunes vraies. Moi, Guy, s'il te plaît, tu sais très bien, même dans nos catégories jeunes, par exemple, le pays que je connais, même pareil, je connais un petit peu ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire, c'est que même dans les catégories jeunes, on va chercher le deuxième choix des centres de formation européens. Quand tu vois les moins de 17 ans, les moins de 15 ans du côté du Maroc, il y a au moins 7 à 8 à 9 joueurs qui viennent de l'étranger. Donc, quelque part, c'est cette politique qu'on a délaissée. C'est bon, c'est les centres de formation européens qui travaillent pour nous. Alors, peut-être faire venir des Européens. Peut-être je prêche un mauvais discours. Hein. Faire venir, non, attention, je n'ai pas fini ma phrase. Faire venir des Européens pour la formation des jeunes, des jeunes Africains sur le territoire africain. Non, mais c'est ce que la SEC. Moi, je trouve que. Non, mais on va même pas remonter à Jean-Marc Guillot. La SEC récemment a refait venir Pascal Théo. Avant ça, vous savez, pour moi, que vous soyez blanc ou noir, quand vous avez une formation et vous êtes pédagogue et vous savez entraîner, vous savez former, c'est un don, c'est un talent. Et moi, je suis contre justement le
fait qu'on fasse venir des gens à l'extérieur. En termes d'organisation, je suis d'accord. Il faut copier ce qui se fait de mieux en Europe. Ouais, mais en termes de personnes, de moi, ressources je vous humaines, arrête. Il faudrait aussi qu'on se batte pour être bon dans la formation, pour être très très bon pédagogue. chez nous, Parce que ça se passe plutôt... si on est bon, on va... José, pour ramener des Occidentaux pour former plutôt les formateurs. Ouais. Parce qu'on a Exactement. le problème, notre problème, et ça c'est spécifique à pratiquement Après, tous nous, les pays. on arrête. Oui, tous les pays, en 2 mots, c'est que le recyclage des anciens joueurs pro chez nous, on les affecte à former des jeunes. Et ça, l'ancien joueur, la plupart de nos grands joueurs savent parler avec leurs pieds. Oui, tout à fait. Ça, Noureddine, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais il trouve les bons mots. Ce soir, il a tous les bons pour mots. nos anciens, en tout cas, chez nos anciens, ils sont souvent en Europe pour des formations. On n'a pas... On va s'arrêter là, messieurs. Ça ne nous sert pas en Afrique. à grand-chose. On va passer à autre sujet. Éliminatoire du Mondial 2018 en Russie, presque la dernière ligne droite. Le point, avec la rédaction d'Africa 24. La 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, zone Afrique, se jouera du 6 au 8 octobre 2017. Si aucune équipe n'a encore officiellement validé son billet, cette avant-dernière journée pourrait être décisive. Dans le groupe A, la Tunisie, qui se déplace à Conakry pour y défier la Guinée, pourrait se qualifier si la République démocratique du Congo réalise la moindre contre-performance contre la Libye. Dans le groupe B, le Nigeria, leader avec 10 points, tentera également de se qualifier face à son dauphin zambien qui compte 7 points. Dans le groupe C, la Côte d'Ivoire, première avec 7 points, se déplace au Mali. Le Gabon, 3e avec 5 points, se rend à Casablanca pour y défier le Maroc, 2e avec 6 points. Dans le groupe D, l'Afrique du Sud, lanterne rouge avec 1 point avec un match en moins contre le Sénégal, accueille le Burkina Faso, premier avec 6 points. Le Sénégal, justement classé 3e avec 5 points, se déplace à Praia chez le voisin cap-verdien, 2e à égalité de points avec les étalons. Dans le groupe E, la surprenante Ouganda, 2e avec 7 points, peut encore rêver d'une première participation en phase finale de Coupe du Monde contre le Ghana qui n'a pas droit à l'erreur. Enfin, l'Égypte, première avec 10 points, devra impérativement s'imposer contre le Congo, dernier. Voilà, les matchs ont lieu donc bientôt dans la semaine. Nous allons voir le tableau tout de suite. Pour le groupe A, nous allons retrouver Guinée contre la Tunisie. La Tunisie, on vous l'a dit, qui est bien partie. Et puis Libye contre la RDC. La RDC qui va se battre aussi pour aller donc du côté de la Russie. Le tableau, quand vous voulez, nous allons voir le groupe B maintenant, avec le Nigeria qui va recevoir la Zambie et l'équipe du Cameroun qui va accueillir l'Algérie. Ce sera pour le fun, hein, tout simplement. Et puis pour le C, il y a Maroc-Gabon et donc autre match. Mali-Côte d'Ivoire. Ouganda-Ghana. Non, Mali-Côte d'Ivoire. Mali-Côte d'Ivoire? Oui. D'accord. Dans le groupe du Maroc et du Gabon. Ah d'accord, pardon. Et puis pour le groupe E, quand vous voulez, pour le groupe E, pour le dernier tableau, c'est Égypte contre Congo. Et puis je n'ai pas d'autre match. Et Ghana-Ouganda. Ghana-Ouganda. Il a tout dans la tête. En Ouganda d'ailleurs. Comme fan. Alors, l'Algérie et le Cameroun sont en route, hein, disons. Oui, pour parler de ces deux nations, on en avait parlé, c'est que aussi il y a le changement de direction. Ces pays sont en win. Enfin, au niveau du football. Parlant, oui, footballistique. oui, tout ce qu'on peut dire de l'Algérie, par exemple, qui nous a représentés dans les 2 dernières Coupes du Monde, mais malheureusement, c'était juste, on va dire, des apparitions de circonstances après la dernière aussi direction. M. Raoura est parti, il y a M. Zetché est arrivé, donc il y a une nouvelle politique qui s'installe, donc la formation, le championnat, beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce pays-là, avec des anciens gloires et des joueurs qui ont pris des galons, des joueurs qui carrément, c'est eux pratiquement qui gèrent l'équipe nationale. Donc il y a un déséquilibre en quelque sorte dans la gestion de nos équipes nationales et notamment l'Algérie. L'Algérie était quand même pas mal avec Christian Gourcuff depuis son départ. C'est une catastrophe. C'est clair que le départ de l'actuel coach de Rennes a fait beaucoup de mal au Fennec parce que lui, il a cherché à établir une structure chez les jeunes, mais il était en désaccord avec la fédération et ça n'a pas pris. Messieurs, franchement, parmi les 5 premiers de ces groupes-là, est-ce que vous pensez que ce sont ces équipes qui iront là-bas? En groupe A, c'est la Tunisie, ensuite nous retrouvons le Nigeria pour le B, ça c'est quasiment certain, la Côte d'Ivoire, même si Mo n'est pas d'accord. Nigeria, j'exclus pas la Zambie. Ah oui, d'accord. Le Burkina Faso. Mais moi je suis pour que la Côte d'Ivoire y aille. Et puis l'Égypte. Alors,
fallait pas m'inviter quand il est là. Il y a un débat. Pour une fois qu'il y a un espoir que le Maroc va y aller. Non, mais La seule équipe qui est Non. sûre pour l'instant, c'est le Nigeria. Non, je suis désolé, ils ne sont pas sûrs de. Ah ouais, ils sont pas sûrs. La Zambie, elle peut faire quelque chose. oui, la Zambie fait peur, mais le Nigeria, Je Ils pense sont de qu'il est l'avance, intouchable. clairement. Ouais. Mais Je bon, pense qu'il est intouchable. là. Ouais. Oui. attention. Alors, vous connaissez cet expert et juste après, vous allez réagir. Après sa réaction, c'est Gernot Wow qui est en ligne avec nous. Ah Alors, ouais. Ah, Gernot, quelle est votre analyse, Gernot? Ah oui, il y a des groupes où tout est ouvert. Il n'y a que la Tunisie qui a 10 points, comme nous, avec 3 victoires et 1 nul, un parcours pratiquement parfait. Dans les autres groupes, tout est possible. C'est surtout le groupe avec le Burkina Faso, avec le Sénégal et l'Afrique du Sud. Vous savez que le match est à rejouer, le match Afrique du Sud-Sénégal. Donc il va y avoir 2 matchs encore coup sur coup pour le Sénégal et l'Afrique du Sud, avec des équipes qui ont toutes encore une chance de se qualifier. Beaucoup de suspense dans beaucoup de groupes. Dans notre groupe, il n'y a plus que 2 équipes qui sont en lice, alors qu'on s'attendait à ce que l'Algérie et le Cameroun soient aussi dans le coup jusqu'au bout. Malheureusement pour elles ont été éliminées, mais maintenant, ce qui compte, et ça c'est pour notre équipe évidemment, puisque j'en suis le responsable, c'est de gagner le match contre la Zambie. Alors, si le dieu du foot nous écoute, surtout que nos pays n'aillent pas faire de la figuration. Oui, je suis complètement Franchement. d'accord. Là-dessus, je suis complètement d'accord. On en a déjà cravaché ici. Je pense même, il y avait avec nos Guy Arnaud, une fois, on avait parlé de ça ici sur ce plateau-là, c'est qu'on en a assez de la figuration. Si on part là-bas, c'est avec des ambitions. Il y a des équipes qui, normalement, devraient avoir leur place et les potentiels pour aller le plus loin possible. Parce que si on cherche notre représentativité au sein de l'échiquier international, il faut aller trop loin dans les compétitions internationales, notamment la Coupe du Monde. Parce que quand on voit la liste, c'est juste symbolique du manque de respect que la FIFA a pour le football africain. Regardez la liste des 55 joueurs qui sont sortis, il n'y a pas un seul joueur africain. Aubameyang, vous n'allez pas me dire qu'il ne fait pas partie des 55 meilleurs joueurs, en tout cas en termes d'attaquants. C'est un joueur assez rare. Il y a besoin évidemment qu'on le montre à la Coupe du Monde, comme ça on va se faire respecter, nous les nations africaines. Oui, bon, j'ai une question précise à vous poser, réponse précise. Est-ce que la Côte d'Ivoire va montrer un beau visage sans Yaya Touré? Il faut qu'il se qualifie d'abord. Oui, mais je vois déjà la Côte d'Ivoire, moi. Oui. moi je pense que la Côte d'Ivoire a le potentiel. On a les joueurs qu'il faut, mais voilà, on pêche toujours dans le choix du bon joueur. Quand un joueur est performant, on ne le fait pas jouer de suite, on le fait jouer 2 ans plus tard. Il y a les joueurs qu'il faut. On a Jonathan Kodja, on a le jeune Pépé, on a le potentiel. Après, moi, j'émets des doutes sur le système de jeu de M. Wilmotte. J'émets des réserves sur la façon de jouer. Mais il faut dire, pour revenir à ce que Nordine disait, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Africain, je veux dire, les équipes africaines ont des réels ou les fédérations ont des réelles ambitions de nous représenter dans ces compétitions-là? Nous allons voir. En En tout cas, moi, ils regardent. Hein, tous les dirigeants regardent Africa 24 et j'espère bien qu'ils vous auront entendu. Messieurs, nous allons marquer une nouvelle pause et juste après, nous allons parler d'une petite pépite marocaine. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est M. Hakimi. Ça vous dit ou pas? Achraf Hakimi, oui. Avec l'accent. C'est après la pause.